Alors, nous sommes en onde actuellement. Alors, tout va bien? Bon, alors, bonjour, mesdames et messieurs. Ici Michel Beausoleil. Alors, bienvenue à cette émission spéciale dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias 2021 pour la capitale nationale et aussi Chaudière-Appalaches, organisée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Section Québec. Aujourd'hui, clôt une série de 4 activités qui se tenaient virtuellement durant 4 soirs cette semaine, animées par mes collègues du conseil d'administration de la FPJQ Québec. Nous sommes actuellement en direct de la Maison de la Justice à Saint-Raymond, qui est aussi la salle du conseil de ville de Saint-Raymond. Cette émission de 90 minutes portera sur le thème de l'avenir du journalisme en milieu rural. Et j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec le journaliste radio-télé-web à Radio-Canada Québec et président de la FPJQ Section Québec, Alexandre Duval. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Merci Alexandre de votre présence dans le milieu rural, dans notre ruralité. Ben, je viens d'ici Michel, moi je suis un gars de Pont-Rouge, donc, juste à côté, un retour aux sources. OK, alors tu es de Pont-Rouge. Je gardais le scoop pour ce matin, Michel. Alors, c'est bien. Alexandre, peut-être tout d'abord, parlons de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Section Québec. C'est quoi exactement la mission de la FPJQ? En fait, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, c'est un organisme qui regroupe les journalistes professionnels du Québec et on en a près de 1500 bon an, mal an, là, qui sont réunis sous le chapeau de la Fédération. Un organisme, donc, qui va défendre les droits de ses membres, les droits des journalistes, mais qui aussi va organiser une tonne d'activités chaque année, remettre des prix comme les prix Judith Jasmin, les prix Antoine Désilet qui récompensent les meilleures photos de presse chaque année. Et la FPJQ Section Québec, c'est en fait un organisme qui est sous la Fédération nationale, mais qui va représenter davantage les membres de la région de Québec. Il y en a plus de 100 chaque année et on organise des ateliers, des débats et des événements comme ceux de cette semaine qu'on a vus à l'occasion de la Semaine de la presse et des médias. Oui, exactement. Et c'était, en fait, quel genre d'activité vous avez présenté cette semaine? Le but de la semaine, Michel, c'est vraiment d'éduquer la population au rôle des journalistes, au rôle des médias. Les gens, des fois, ont un petit peu de la difficulté à s'y retrouver, à savoir qui est un journaliste, qui n'en est pas un, qu'est-ce qu'un média d'information traditionnel versus d'autres sources d'information qui ont pu apparaître électroniquement dans les dernières années. Donc, cette semaine, on a, entre autres, proposé des rencontres virtuelles avec des journalistes de la région de Québec qui ont reçu des prix au cours des dernières années pour que le public puisse poser les questions qu'il a en tête au sujet du journalisme. Comment ça fonctionne, la construction d'un grand reportage, comment on en vient à diffuser de l'information comme ça. On a abordé plein de sujets, des reportages qui ont été produits dans les dernières années. Donc, de belles rencontres qu'on a eues avec le public cette semaine. Oui. Durant cette émission, on parle particulièrement du journalisme en milieu rural, qui est une denrée rare de plus en plus. Qu'est-ce qu'on attend justement durant cette émission? Plusieurs entrevues, en fait. C'est une question qui est vaste et c'est pour ça qu'on a 90 minutes pour l'aborder ensemble. On va évidemment parler de politique parce que dans les dernières années, on a vu des programmes gouvernementaux émerger pour donner un petit coup de pouce aux médias qui avaient des problèmes financiers. Cette fameuse crise des médias dont tout le monde parle, la crise des revenus des médias traditionnels. Donc, on va pouvoir aborder cet aspect-là dans quelques instants. Également, l'aspect de la recherche universitaire, de la formation des futurs étudiants, puis évidemment, Michel, la réalité du terrain. Parce que s'il y a du journalisme en milieu rural, c'est parce qu'il y a des médias en milieu rural, il y a des journalistes en milieu rural, et c'est une denrée extrêmement précieuse qu'il faut protéger. C'est une question de vitalité de la démocratie dans les municipalités. Ça prend un contre-pouvoir, souvent, pour observer ce qui se passe au conseil municipal. Donc, la question est vaste, mais elle est lancée, Michel. Oui, et on va tout de suite aller rejoindre notre premier invité que tu nous présentes. Oui, en fait, ce matin, on a le bonheur de parler à Marie-Ève Martel, qui est la vice-présidente de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui est également elle-même journaliste à La Voix de l'Est à Granby et qui est aussi autrice de plusieurs ouvrages, je pense qu'on peut dire à succès, Marie-Ève, dont Extinction de voix et le plus récent Prendre parole, qui est paru en librairie il y a un petit peu plus de 2 semaines, à peu près 3 semaines. Bonjour Marie-Ève. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Marie-Ève, j'ai parlé de ton ouvrage « Extinction de voix », un ouvrage qui a été très, très percutant dans les dernières années parce qu'il abordait justement la question de la disparition des journaux en milieu rural, des journaux dans les régions, puis pas seulement les journaux, mais les radios aussi.
En 2021, c'est quoi le portrait de la situation? À quel point la quantité et la qualité d'informations qui existent aujourd'hui en milieu rural s'est peut-être dégradée? Est-ce que ça s'est stabilisé? C'est quoi le portrait de la situation? De médias, là, je pense qu'on parle d'une cinquantaine, principalement des hebdomadaires imprimés pour une plupart de raisons. On parle bon, de la crise des revenus avec l'exode des ventes publicitaires vers les GAFAM, Google, Apple, Amazon, Facebook et compagnie. Aussi, la guerre des hebdos, une guerre commerciale entre en québécois et transcontinental, donc qui ont acheté ou mis sur pied des hebdomadaires, puis à un moment donné, le territoire était tellement saturé que par la vente des hebdomadaires de Québécois à transcontinental, et il y en a déjà 40 qui ont fermé à ce moment-là. Donc, effectivement, là, ça a été une période assez noire pour l'information en région. Là, si on parle de 2010 à 2016, 2017. Évidemment, là, il y a eu aussi la faillite des quotidiennes pour Capital, mon employeur. Nous, on a eu la chance que beaucoup d'autres médias n'ont pas eu avant de disparaître, c'est-à-dire qu'on a eu une dernière chance. Donc, les gens ont réalisé là, à quel point un média peut avoir un rôle important dans une communauté. On a pu s'organiser en coopérative et finalement reprendre nos activités. Donc maintenant, je dirais qu'on fait affaire avec des joueurs qui ont survécu, qui se réorganisent. La partie est loin de gagner, mais je pense que l'hécatombe, l'euro est passé finalement. Oui, Marie-Ève, tu dis, on a eu la chance de se réorganiser, chance que tous les médias n'ont pas eu, même s'ils ont disparu dans les dernières années. Je suis retourné dans ton livre en préparation de cette émission-ci et tu citais un bilan d'Influence Communication qui disait que plus de la moitié des hebdos qui existaient à la fin des années 1990 avait disparu au moment de l'apparition de ton livre, donc une vingtaine d'années plus tard. Dis-moi, qu'est-ce que le Québec en milieu rural a perdu avec la perte de ces hebdos-là? Quels sont les impacts sur la population? En fait, un média, c'est un miroir. Hein? C'est le miroir de la communauté dans laquelle il est impliqué. Et un média régional vit par cette communauté-là. Donc, plus la communauté va être active, plus la communauté va être dynamique, plus le média va le démontrer avec ses reportages. Donc, c'est sûr que une communauté où on n'a pas ce média-là pour en faire des bons coups, des moins bons coups, pour apporter aussi les décisions des élus, parce que c'est le rôle principal, c'est le pain d'or des journalistes à la région de couvrir les conseils municipaux au nom de tous les citoyens qui sont là. Ben, il y a une perte un peu du sentiment d'appartenance, une perte de cette espèce d'identité-là qu'on a par rapport à notre milieu. Donc, ça contribue à alimenter là, le dynamisme en faisant parler justement des initiatives sur le terrain. Donc à ce moment-là, aussitôt que le média disparaît, il y a une espèce de ralentissement. Et puis on a des études, je parlais aussi aux États-Unis, qui s'appliquent aussi au Canada, que la valeur des contrats publics, par exemple, est beaucoup plus élevée quand il n'y a pas de journalistes pour couvrir la chose publique, parce que les médias, finalement, assurent une certaine surveillance des pouvoirs. On a eu un petit problème de son, mais ça va se rétablir. Il y a autre chose aussi qui a été démontré par des études américaines, entre autres, que la disparition des médias locaux, des médias en milieu rural, avait aussi un impact économique, c'est-à-dire que ces médias-là, indirectement, vont venir stimuler aussi l'économie d'un milieu. Exactement, parce que on parle des affaires, on peut parler des bons coups de nos entrepreneurs, des nouvelles compagnies qui ouvrent, la création d'emplois. Des fois, ça peut servir à informer d'autres entreprises, à mener à des partenariats, parce que essentiellement, ben, ce qu'on fait comme travail, c'est d'informer les gens. Donc souvent, ben, la population prend connaissance de ces nouvelles-là via nos plateformes et ça peut mener à du maillage, à des prises de contact, à des communications, pas seulement dans le milieu des affaires, mais dans tous les secteurs là, de la vie sociale. Donc, c'est un maillage qui s'effectue là un peu indirectement et ça contribue à la richesse de la communauté ici. Quelle est la réalité des membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en région actuellement? À quels défis ces journalistes-là sont-ils confrontés par rapport à ceux des grands centres urbains?
En fait, en région, on a beaucoup moins de ressources généralement qu'un média dans un grand centre. Il faut comprendre que les équipes des petits médias sont peut-être 2 ou 3 journalistes. Il y a des hebdos qui fonctionnent avec un seul journaliste pour couvrir un territoire qui souvent s'étale sur plusieurs municipalités. Donc, à ce moment-là, on doit couvrir plusieurs conseils municipaux. On ne peut pas nécessairement le faire en direct sur le terrain dans les hôtels de ville. Il y a aussi toute la question justement du territoire. Hein? C'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de contacts à avoir. Et un autre aspect qu'on a, c'est une plus grande proximité avec nos sources. Donc, à ce moment-là, dans une ville, on peut avoir le maire qui est aussi un entrepreneur. Donc, on peut avoir affaire à cette personne-là qui porte plusieurs chapeaux dans plusieurs contextes. Donc, ça veut pas, ça amène une certaine autocensure des fois de peur de se priver d'une source qui est super importante. Donc, on va peut-être éviter de couvrir des sujets ou avoir peur de peut-être perdre une publicité qui peut être essentielle aussi au fonctionnement du média. Donc, tout dépendamment des individus en place, parce qu'évidemment, dans certaines régions, il y a des très bonnes relations entre les élus et les médias. Mais je dirais que je pense qu'il y a une espèce de méconnaissance du métier l'un de l'autre. Il y a un dialogue qui n'est pas toujours aussi bien établi et qui devrait l'être finalement pour le bénéfice de la communauté. On aura l'occasion de poser ces questions-là dans quelques instants à des élus, justement, qui composent avec cette réalité-là, ou en tout cas qui la connaissent très, très bien. Est-ce que c'est possible, en 2021, Marie-Ève, de faire une carrière complète en région? Avec toutes les fermetures qu'on a connues, pour un journaliste de décider de s'établir en région, bon, Michel va peut-être trouver la question un petit peu drôle, mais de s'établir en région et de décider d'y rester jusqu'au bout. Bien, tout à fait. C'est un préjugé de penser que de devenir journaliste en région, ça sert seulement à un tremplin pour aller dans les grands médias. L'avantage peut-être de ce préjugé-là, ça fait que ceux qui restent en région ont le loisir d'explorer ce terrain de jeu-là, de se l'approprier, parce que c'est en faisant partie de la communauté, puis en s'intégrant donc à cette vie-là sociale qu'on devient vraiment un bon journaliste terrain. On tisse des liens avec les nombreux intervenants, on connaît finalement qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, les contacts finissent par nous abreuver aussi en nouvelles, donc il y a tout un cycle, puis il y a des connexions qui s'effectuent, et la beauté de la chose, c'est qu'on a vraiment le temps de pouvoir se pencher sur des enjeux qui ne sont pas nécessairement suffisamment importants pour se retrouver dans les grands bulletins de nouvelles, par exemple, mais qui ont un impact concret sur la communauté. Et justement, pour citer Émilie Rivard-Boudreau, là, qui signe un texte d'en prendre parole, les journalistes en région sont souvent les meilleurs ambassadeurs de ces régions-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser le rôle des journalistes en région. Et ça peut être pour un média, ça peut être à la pige aussi. Et parfois, même ces initiatives-là vont rayonner dans les médias nationaux parce que justement, il y a un journaliste sur le terrain qui a mis en lumière un enjeu qui est susceptible d'intéresser la population là, plus élargie. Ça fait longtemps, Marie-Ève, qu'on parle d'une crise de confiance à l'égard des médias traditionnels. Dans la dernière année, avec la pandémie, on a vu beaucoup de critiques à l'égard des médias traditionnels. Est-ce que ce type de critique-là est différent ou est-ce qu'il est différent en milieu rural ou au contraire, peu importe, vous êtes journaliste dans quel milieu, vous les vivez et vous les sentez, ces critiques-là? Les critiques ont toujours été là. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, elles ont été exacerbées. Avec la pandémie, elles ont été décuplées. Qu'on soit en ville ou qu'on soit en milieu rural, on n'est pas à l'abri des critiques et des commentaires parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie et ça, c'est partout. La différence peut-être dans un milieu plus rural, un milieu régional, c'est que cette proximité-là entre les acteurs, elle est beaucoup plus grande. Donc, c'est peut-être des gens qu'on est amené à côtoyer plus régulièrement, des gens qu'on peut connaître, des gens qui vont nous croiser, contrairement, par exemple, à un milieu urbain où, juste sur Internet, quelqu'un qui n'est pas dans notre région, qui peut se permettre de nous invectiver, mais on a moins de chances de le croiser au coin de la rue. Mais souvent, ces gens-là qui se permettent des commentaires sur les médias sociaux n'oseraient pas le dire en pleine face. Ils vont se garder une réserve en personne. Donc, ça démontre peut-être un peu de lâcheté de leur part, mais je crois qu'à ce moment-là, si on n'est pas courageux pour le dire dans le visage de la personne, on devrait simplement pas l'écrire. En terminant, Marie-Ève, il y a quand même beaucoup de gens qui, je crois, comprennent l'importance d'avoir des médias locaux, des médias régionaux dans leur milieu, mais
Je crois aussi que la majorité des gens ignorent comment entrer en contact avec un journaliste et pourquoi ils peuvent entrer en contact avec un journaliste. Donc, si tu devais donner un exemple ou des exemples des raisons pour lesquelles des gens peuvent avoir recours à un journaliste en milieu rural, ce serait quoi? En fait, d'abord, pour communiquer avec un journaliste, c'est assez simple. Hein? Les coordonnées sont facilement trouvables sur Internet. Je veux dire, à chaque fois qu'on signe un texte, on a notre nom, on a souvent notre photo, on a notre courriel, on est sur les médias sociaux. Dans un journal imprimé aussi, les coordonnées sont disponibles. Les citoyens peuvent communiquer avec un journaliste pour plein de raisons parce que notre rôle, c'est de servir l'intérêt public en faisant connaître des informations. Donc, si je pense par exemple en milieu municipal, s'ils ont des inquiétudes sur un projet que la municipalité veut développer, en fait, on peut nous suivre ce dossier-là, aller poser les questions aux élus et aux fonctionnaires pour expliquer le projet. S'il y a de l'opposition, c'est important que cette opposition-là puisse se faire entendre aussi, évidemment de façon polie, démocratique et organisée. Et aussi, parfois, c'est des problèmes là, plus au niveau de l'éthique et de la déontologie des élus. On peut aller questionner, faire des vérifications. On peut faire de l'enquête. Donc, s'il y a des dossiers qui méritent qu'on s'y attarde plus en profondeur, on peut prendre le temps de demander les documents, de poser des questions aux bonnes personnes. On est aussi là pour faire valoir les bons coups des gens de chez nous. Donc, ça peut être au niveau des arts de la scène, du chant, de la peinture, ou les sportifs aussi de notre région. Donc, évidemment, quand on parle de ces exploits-là, il y a une fierté qui se dégage là de la communauté. On se les approprie, nos athlètes et nos artistes. Et la même chose, quand il y a des moins bonnes nouvelles, ben, en fait, on est là pour en parler, pour sensibiliser la population. Puis souvent, quand on réussit à faire parler d'un enjeu, ben, il y a une mobilisation, il y a une conscientisation de la part des citoyens qui peuvent aussi contribuer à faire des changements. Donc, c'est une roue qui tourne. Hein? On informe pour avoir un impact et cet impact-là peut nous donner aussi de la nouvelle information par la suite. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève Martel. Merci Alexandre également. Alors, après la pause, on va vous présenter un résumé d'une rencontre entre notre recrue journaliste à la télé communautaire CJSR avec 4 élus de Portneuf-Jacques-Cartier sur le journalisme rural. Après la pause. Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours, mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même vacciné, il est important de continuer d'appliquer les mesures sanitaires, comme maintenir la distanciation physique, porter un masque et se laver les mains. En cas de symptômes, il faut passer un test et respecter les consignes d'isolement. Découvrez les mesures mises en place au québec.ca/coronavirus. Respectons les règles, tout le temps, sans exception. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi certaines personnes sont-elles vaccinées en priorité contre la COVID-19? La vaccination est priorisée en fonction du risque de développer des complications et de décéder de la COVID-19, c'est-à-dire les personnes résidant en CHSLD, les travailleurs de la santé, les personnes vivant en résidence privée pour aînés et celles de 70 ans et plus. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera élargie. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Alors, notre journaliste Gabriel Morissette a rencontré cette semaine les maires de Saint-Raymond et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Daniel Dion et Pierre Dolbec, ainsi que les députés provinciaux de Portneuf et fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Vincent Caron et Joël Godin. Écoutons son reportage. Gabriel, justement, c'est une nouvelle recrue à CJSR depuis quelques mois déjà. C'est une finissante, justement, de l'Université Laval et du CRTQ. On va parler, justement, de ses profs tantôt avec Paul Ouellette. Alors, c'est un peu... c'est ça. On est chanceux à CJSR parce que je suis à peu près le seul journaliste depuis plusieurs années, mais depuis cette année, justement, il commence à avoir des recrues. Alors, ça permet de libérer certaines tâches. On parlait justement du journalisme, Alexandre, en milieu rural. Quand tu es seul, justement, puis comme Marie-Ève le parlait, il faut être généraliste. Il faut être capable, justement, de composer avec les gens du milieu, les élus. Et par expérience, je te dirais que pour agir d'une façon efficace en journalisme dans le milieu rural, il faut agir d'une façon professionnelle.
C'est probablement la seule façon de pouvoir être accepté et crédible dans une région contagiée d'une façon professionnelle, selon le code, justement, de la FPJQ. Oui, le guide de déontologie, ça, je pense que assez peu de gens sont au courant, mais les journalistes professionnels ont des règles déontologiques à respecter, c'est-à-dire qu'ils ne font pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Ouais. Ils doivent agir selon certaines règles qui sont codifiées dans tous les grands médias, et la Fédération a son propre guide de déontologie qui va, par exemple, expliquer quelles sont les règles de base à respecter en matière d'anonymat des sources, par exemple. Si vous parlez à une source qui demande à ce qu'on taise son identité pour la diffusion du reportage, le guide de déontologie va préciser dans quelles circonstances le journaliste peut accorder l'anonymat à ces sources-là. Puis les raisons pour lesquelles tout ça est balisé, bien, c'est pour préserver la crédibilité des journalistes professionnels dont le travail se distingue de celui de n'importe quel autre professionnel du milieu des communications. Un journaliste, c'est pas forcément un animateur, quoiqu'un journaliste peut être animateur. Oui. Un journaliste, c'est pas forcément un chroniqueur, quoiqu'un journaliste peut faire de la chronique. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a la semaine de la presse et des médias cette semaine. C'est pour permettre aux gens de réfléchir à ces enjeux-là. Et Michel, tu disais, le seul moyen de réussir, c'est d'être professionnel. Marie-Ève Martel en parlait dans son entrevue il y a quelques instants avec nous. La proximité avec les sources en milieu rural, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à gérer. Puis je dirais pas juste en milieu rural, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre beaucoup de soin à gérer. Et si on n'est pas professionnel, s'il n'y a pas d'éthique derrière la démarche, c'est impossible d'arriver à ça. Tout à fait. Alors le journalisme, c'est aussi une question d'éthique. Oui, exactement. Puis il faut différencier aussi l'aspect professionnel et l'aspect privé. Parce que souvent, justement, la proximité avec le maire que tu tutoies ou que le député que tu tutoies dans ta région, ton voisin, la relation ou même est très différente. Mais si tu maintiens ton aspect professionnel, j'ai un travail à faire dans l'intérêt public, lorsque c'est clair, net et précis avec la personne ou l'élu, ça va très bien. Mais lorsqu'il commence à avoir des... en tout cas, il y a souvent des ententes qui sont... Oui, alors on peut aller voir le reportage justement de Gabrielle Morissette. Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias, l'équipe de CJSR s'est intéressée à l'avenir du journalisme en région. Sachant qu'il y a de moins en moins de journalistes pour couvrir l'actualité locale, je me suis demandé comment notre travail comme journaliste dans Portneuf-Jacques-Cartier est perçu et apprécié par nos représentants politiques. Je me suis donc adressée à Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Daniel Dion, maire de Saint-Raymond-de-Portneuf, Vincent Caron, député de Portneuf au provincial, et Joël Godin, député au fédéral pour Portneuf-Jacques-Cartier. C'est d'une importance comme maire, puis pour la ville, c'est très, très important. Ça fait connaître notre municipalité. Il ne faut pas le cacher. Le rodéo, quand c'est diffusé, vous diffusez quand même à plusieurs séquences en plus. Ça fait connaître Sainte-Catherine. Le développement, c'est pareil. À chaque fois qu'on a quelque chose, que ce soit vous autres, que ce soit la radio, que ce soit le courrier de Portneuf, vous me donnez toujours une belle place pour faire nos annonces, bien, ça m'aide dans mon développement. C'est un baromètre, ça nous permet de sentir l'intérêt et les sujets qui préoccupent la population. Alors c'est sûr que c'est un outil pour nous pour orienter nos représentations, nos présences. Toute l'information que vous relayez au quotidien ou lors des bulletins d'information, etc., fait en sorte vous contribuez au fait qu'on se sente bien et puis que quand il y a des décisions importantes à prendre, eh bien, on est capable de les prendre collectivement parce qu'on se connaît bien. Vous nous donnez cette chance de mieux nous connaître et de mieux s'entendre et de mieux nous écouter et de mieux nous comprendre finalement. Le problème qui existe en région, si vous n'étiez pas là, que le courrier de Portneuf ne serait pas là ou que les radios locales ne seraient pas là, il n'y aurait absolument aucun transfert d'information. C'est pas le Journal de Québec, Le Soleil, TVA puis Radio-Canada qui vont aller se promener à Saint-Tite, à Saint-Raymond et ailleurs. Ils vont y aller quand il y a un ministre qui descend, c'est à peu près tout. Donc, ce que vous faites, vous va pallier réellement à un manque majeur qu'il y aurait si vous n'étiez pas là. C'est un service plus personnalisé. Inévitablement, vous restez ici. Vous comprenez ce qui se passe. Quand il arrive quelqu'un qui vient de Québec, qui débarque ici, il regarde l'événement, il y a quelque chose de spécial, il ne comprend pas vraiment notre vie. Il ne comprend pas des fois qu'il est à côté d'un restaurant bien populaire, puis il peut être obligé de même pas. Il n'est pas au courant de ce qui se passe dans la vie économique, de la vie sociale, ce qui se passe dans nos... Alors, vous avez
Vous êtes privilégiés, puis nous, on est privilégiés de vous avoir pour passer l'information de notre région. En fait, l'avantage des journalismes locaux, c'est qu'il y a une proximité. Alors, lorsque les journalistes de CJSR se présentent à un endroit, ben, ils vont parler à la personne responsable, ils la connaissent. Alors, c'est possible pour le journaliste d'avoir un peu plus de contenu parce qu'il y a une proximité. Ce qui n'existe pas avec un journaliste de la région de Québec ou de la région de Montréal. Il n'y a pas l'accès à cette information-là privilégiée ou supplémentaire. Alors, il y a un avantage, oui. Le travail des journalistes en région est essentiel, mais continue de disparaître graduellement. Comment réagissent messieurs Godin, Dion, Caron et Dolbec à cette annonce? Et quelles sont les solutions qu'ils entrevoient pour préserver ce service indispensable? Donc, je le déplore, bien entendu, mais dans Portneuf, de grâce, faisons tout pour préserver le formidable travail que vous faites. C'est pour ça que le gouvernement aussi essaye de vous accompagner au mieux. Je trouve ça très malheureux et moi, je vais toujours défendre le média local parce qu'on perd notre identité. Le média local nous permet de définir notre personnalité et donner une étiquette à la région. Bon, on va avoir moins de couverture. On va avoir moins, par exemple, sportifs, entre autres, couverture sportive, couverture communautaire, tous les événements qu'on a dans la région. Personne à part vous qui parle de ça dans d'autres médias. On peut le retrouver un peu dans des journaux, comme vous parlez de Martinet, Courrier de Portneuf. Mais il faut les garder, ces journaux-là. Tout simple que ça peut pas... c'est très, très important parce que vous êtes notre diffuseur d'informations, que ce soit pour des municipalités, que ce soit pour des commerces, que ce soit pour des campagnes, de n'importe quoi, pour les organisations de terrain. Ça ne peut pas disparaître. Puis il ne faut pas que ça disparaisse. La journée que ça va disparaître, j'ai l'impression qu'on va complètement perdre une portion de notre culture. Mais il ne faut pas que ça arrive. Puis je pense que globalement parlant, les maires en région, ils se lèveraient pas mal, lèveraient le flag. Ils feraient quelque chose, je suis convaincu. On en parlait tantôt, on n'a pas beaucoup, ça baisse tout le temps, on en parle, mais au moins maintenant ce qu'on a, parce que quand il n'y en aura plus de journalistes en région, on va regarder nos médias, finalement, de Québec. Qu'est-ce qu'ils parlent de Portneuf? Puis on va voir qu'il n'y a pas grand-chose. Ils ne sont pas là pour mousser nos affaires, ils ne sont pas là dans nos bons coups. À un moment donné, il faut encourager tous les journalistes de venir, comme toi, venir travailler dans Portneuf. C'est bien que vous soyez là. Vous savez, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc le meilleur moyen, là, c'est de vendre à la fois de temps en temps un petit peu de sensationnel. Quand je dis vendre, c'est l'écrire. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir devenir plus captif finalement, trouver des gens qui vont adhérer encore plus à ce que vous êtes. Et on est contraint à vivre avec cette nouvelle réalité, donc il faut se repenser. Les médias doivent aussi se repenser, imaginer les choses autrement, mais nous, en tant que gouvernement, on doit aussi se creuser la tête pour vous accompagner et vous amener vers cette transition. Bon, c'est de soutenir au niveau d'investissement financier, de prêcher par l'exemple en achetant de la publicité quand on le peut, et par la suite de faire les représentations nécessaires et de travailler avec l'ensemble des médias locaux pour voir les besoins et de faire les représentations nécessaires pour construire un programme qui répond aux besoins. Mais le besoin dans les médias locaux de Portneuf-Jacques-Cartier sont les mêmes que dans l'ensemble des autres régions au Québec et au Canada. Alors, il faut tout simplement être... Moi, je peux être un porteur de messages, un porteur de projets ou de programmes et faire en sorte que l'on puisse mettre en place ces programmes-là, ces outils-là. J'incite les gens à réfléchir sur des projets de médias locaux. Ils auront toujours en moi une personne qui va les appuyer. Mais ce qui est important aussi, c'est un média local, c'est un média qui doit vivre. Et on nourrit nos auditeurs avec de l'information, avec du contenu. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est les revenus. Il faut que nos entreprises les soutiennent. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, nos entreprises doivent croire en ce média-là, mais les médias doivent fournir un auditoire intéressant pour que nos acheteurs, nos entreprises investissent. Alors, la seule chose que le public a à faire, c'est d'écouter les médias et de consommer chez les annonceurs. On
En conclusion, vous pouvez continuer à appuyer les médias locaux de Portneuf-Jacques-Cartier par vos contributions et vos commandites, ou encore simplement par votre écoute, puisque les journalistes de Portneuf-Jacques-Cartier se démènent pour vous ramener l'information. C'était Gabrielle Morissette pour CJSR. Alors, pour discussion, on va rejoindre le maire de Deschambault-Grondines, membre exécutif de la Fédération québécoise des municipalités, membre aussi du conseil d'administration de l'Association des plus beaux villages du Québec et aussi des villages relais du Québec et président des Fleurons du Québec, Gaston Arcan. Bonsoir, M. Arcan. Il est là? Et on reçoit aussi le député fédéral conservateur de Louis-Saint-Laurent et ex-journaliste pendant plus de 20 ans à Radio-Canada, TVA, TQS, avant le début de sa carrière politique provinciale en 2008. Tout d'abord avec l'ADQ dans le comté de Chauveau, où il a été chef du parti en 2009 et par la suite en politique fédérale avec le Parti conservateur du Canada en 2015, où il est élu député de Louis-Saint-Laurent à Québec. Il est leader à la Chambre de l'opposition officielle à Ottawa. Accueillons Gérard Deltel. Bonsoir, M. Deltel. Bonjour, content de vous parler. Bien, content aussi de vous parler. Merci de votre présence. Peut-être tout d'abord, M. Deltel, quel rôle doit jouer un journaliste, justement, dans une société peut-être plus rurale, selon vous? Moi, je me souviens, il y a 32-33 ans, quand on a commencé à TQS à Québec, on avait un chef de pupitre, Pierre Tachereau, qui était type avec une vision très loin. Il disait tout le temps, il n'y a pas de nouvelles si ça ne touche pas de monde. Et ça, c'est le fondement même de l'information. S'il y a du monde, il y a du monde qui est touché par une information, par une nouvelle situation, ben ça va les intéresser parce qu'il y a du monde qui sont là-dedans. C'est pas des machines, c'est pas des bâtiments, c'est pas des paysages, c'est des gens. Et quand il y a des gens, eh ben, on les touche directement avec l'information et il faut aller voir qu'est-ce que eux autres en pensent. Et c'est vrai dans le monde urbain, c'est vrai dans le monde banlieue, c'est vrai dans le monde rural. Et donc, il faut débusquer les endroits où il y a des sujets qui vont toucher le monde. Et il n'y a pas de nouvelles, ça touche pas le monde, mais ce que ça prend des gens qui peuvent transmettre leur fierté ou leur inquiétude par rapport à un projet. Ça prend des gens qui vont dire pourquoi ce projet-là est bon, pourquoi cette nouvelle-là est pas bonne. Et ça prend surtout se poser la question comme journaliste, comment est-ce qu'on va être capable de présenter aux gens qui vont lire ça, ou qui vont écouter ça, ou qui vont voir ça, et de se dire, OK, avec ça, tous les éléments qui sont présentés, comme citoyen, je suis capable de me faire une opinion. Ça, c'est la base du journalisme. Ouais. Et qu'on soit journaliste à la Maison-Blanche, ou qu'on soit journaliste dans le monde des affaires sur Wall Street, ou qu'on soit journaliste au Québec ou dans des régions, c'est exactement la même chose. Il faut toujours penser aux gens qui nous lisent, aux gens qui nous écoutent, et que ce soit rural ou non rural, c'est important. Évidemment, dans le reportage qu'on a pu voir tout à l'heure, qui était rudement bien fait, où tous les aspects étaient présentés avec des vrais acteurs du vrai monde, comme on dit, ben, on a montré qu'en effet, dans le monde rural, il peut y avoir certains périls, je dirais. Ouais. La proximité, entre autres, et l'impact que peut avoir une nouvelle. Si on débusque comme journaliste une information qui peut mettre en péril une entreprise qui emploie la moitié d'une ville, d'un village ou d'une paroisse, c'est sûr que ça amène la réflexion, mais ça implique uniquement le journaliste dans la mesure où il doit être encore plus sûr et certain de la qualité de l'information qu'il présente et que si les faits sont irrévocables ou enfin sont inattaquables parce que ce sont des faits tels que débusqués par le journaliste, confirmés par la réalité et analysés positivement et négativement par du monde qui sont directement touchés par ça, ben, le journaliste fait son travail. Si par malheur l'entreprise est mise en péril et doit fermer ses portes parce qu'il y a eu malveillance à X, Y, Z, ben, je pense que la vérité a ses droits, que ce soit à Québec, à Montréal, à Ottawa ou à Sainte-Brigitte-de-Laval. Chaque élément est important et il faut mettre la lumière, il faut que la lumière soit faite. Et ça, c'est le travail du journaliste, qu'on soit au monde rural ou non. Oui. Par contre, est-ce que dans le milieu rural, on peut vraiment pratiquer son métier adéquatement, selon vous? Oui, dans la mesure où on est capable, on est fier de son travail et on est fier aussi du message que l'on porte. Vous savez, moi je me souviens, puis encore là, je veux pas trop tourner autour de ce que j'ai fait dans la vie, mais moi je me souviens très bien que j'avais des collègues, caméramans, qui étaient avant TQS, qui travaillaient dans d'autres médias. Puis quand ils sont arrivés à TQS, on le sait, puis là, je veux pas faire trop de trompette avec ça, mais on était très proche du monde.
Le caméraman m'avait dit, Jacques, pour pas le nommer, il avait dit, tu sais que c'est le fun. Il dit, moi, j'ai fait 10 ans de TV ailleurs, puis j'avais le manteau de la station, tout ça. Mais là, maintenant que je porte le manteau de TQS, on me dit, hey, je vous écoute, c'est le fun. Et c'est là que tu vois que comme journaliste, tu peux avoir un impact parce que justement, les gens t'écoutent, les gens te lisent. Ouais. Mais encore plus puissamment dans le monde non urbain. Pourquoi? Parce que vous êtes plus collés sur le monde quand on est dans le monde non urbain. Parce que vous êtes directement, comme le disaient d'ailleurs les témoins tantôt dans le reportage, et nous racontaient ça, comment on peut être proche du monde. C'est encore une richesse, cela, là. Bien sûr. Mais encore faut-il assurer la confiance que les gens peuvent avoir pour le journaliste. Alors, si le journaliste fait juste du copier-coller ou fait de la trompette d'enthousiasme devant tel projet parce que c'est une très bonne chose pour que ce projet-là existe parce que ça va faire venir de l'argent, sans avoir et mettre de côté ou mettre au vestiaire, il faut pas dire au cachot, le sens critique, ben, tôt ou tard, les gens vont se rendre compte de ça. Cela dit, il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour faire de la promotion, puis il y a une place pour faire de l'information. Oui. Et généralement, là, il doit y avoir une bonne distance entre ceux qui cueillent les sous dans le monde de la promotion et ceux qui livrent l'information pertinente. Et de toute façon, en bout de ligne, c'est le citoyen qui est juge. Quand plus personne va vous lire, quand plus personne va vous écouter parce que vous n'avez pas la crédibilité nécessaire, vous aurez manqué votre travail. Par contre, si on sait que telle personne dans tel média fouille toujours ses affaires, ben là, on peut être confiant. Et quand je dis fouiller ses affaires, c'est toujours faire la part des choses. C'est pas toujours dire que tout est mauvais ou tout est parfait. C'est juste de présenter les faits dans n'importe quel sujet, que ce soit rural ou pas rural. Vous avez du monde qui est pour, vous avez du monde qui est contre. Ben, il faut présenter les deux portions de la réalité. Et d'un autre côté, que la personne qui est pas au courant puisse avoir une bonne lecture des pour et des contre, tout en pouvant se faire sa propre vision, dans la mesure où tous les faits et toutes les opinions sont présentées, et ça, que ce soit dans le monde rural ou dans le monde non rural. Oui. Monsieur Gaston Arcan, vous êtes maire de Deschambault-Grondines. Vous êtes aussi représentant de la Fédération québécoise des municipalités. Avez-vous l'impression, justement, que auprès de la Fédération québécoise des municipalités, qui représente en fait 1100 municipalités de moins de 20 000 habitants, avez-vous l'impression, justement, que ces municipalités sont bien desservies par le journalisme? Moi, je pense que oui. De toutes ces municipalités-là et MRC qui sont membres de la Fédération québécoise des municipalités, il y a près de 8000 élus. Hein? Alors, ça rejoint, il y a des, comme vous l'avez mentionné, il y a des petites municipalités. Au niveau des réunions du CA et du comité exécutif aussi, il y a une belle relation professionnelle entre la plupart des élus et les journalistes locaux. Moi, ici, dans le comté de Portneuf, le journal local, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet d'avoir accès à des moments de vie des municipalités voisines, que ce soit dans le cas de Saint-Raymond ou Saint-Hubal, ou les municipalités plus près. Alors, le média local, le courrier de Portneuf et le Martinet, pas les nommer, et CJSR, bien sûr, me permet d'avoir accès à des moments de vie, à des projets qui autrement, probablement que je serais peu ou mal informé. Même chose au niveau de la MRC. Alors ça, c'est super important. Maintenant, il y a la critique. Est-ce qu'il y a des critiques? La réponse, c'est oui. Est-ce que critique, par définition, ça ne veut pas dire qu'on en est toujours content. Mais ça fait partie d'un sain débat démocratique et les gens ont le droit à leur opinion. Quand c'est fait, ça a été mentionné par Monsieur Deltel, M. Beausoleil, le professionnalisme. Alors ça, professionnalisme, ce qui est merveilleux, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Donc, au niveau des petites municipalités, c'est important de savoir, de faire les 18 municipalités que je faisais allusion dans le comté de Portneuf, par exemple. Bon, ben, chaque municipalité qui a un projet qui jamais attirerait l'attention des gros joueurs, c'est valorisant pour les gens d'une petite municipalité qui ont fait un projet et que c'est rapporté dans le média local. Alors, essentiellement, c'est la position, mais comme M. Deltel l'a mentionné aussi, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours mauvais. Il y a des fois qu'il y a des interprétations qui nous font titiller, nous les élus, bien sûr, mais ça fait partie de la vie démocratique. Et puis, non, sans voir disparaître ces
courriers et ces médias-là, ça serait quelque chose de vraiment pénible pour nos régions. Puis il y a une chose qui n'a pas été mentionnée, puis que moi je l'ai vécu, ça peut être un rempart à la désinformation. Alors, il y a des fois qu'il y a des choses qui circulent là, dans la population. On a obtenu des petits bouts de ci, des petits bouts de ça, les réseaux sociaux. Alors moi, j'en ai un dossier, je ne ferai pas allusion bien sûr, où le reportage, vraiment, là, le reportage qui avait été fait par le Courrier de Portneuf, pour ne pas le nommer, a tenu compte des deux côtés et l'information la plus vraie était là. Alors, quand on entendait ces rumeurs-là, on disait aux gens, écoute, va voir le reportage. C'est pas en municipalité, là, c'est le reportage qui a été fait. Et puis là-dedans, les deux côtés étaient analysés. Ouais. Alors, il y a tout ça à tenir de compte aussi. Puis encore une fois, puis je termine là-dessus, la relation de savoir ce qui se passe dans les municipalités voisines. Bien sûr qu'on peut, chacun a son site Internet, chacun, il y a personne qui a le temps d'aller faire des fouilles exhaustives là-dessus. Et le média local qu'on reçoit, que ce soit au niveau d'une entrevue comme aujourd'hui ou d'un article dans un des hebdos régionaux, nous permet de voir ce qui se passe ailleurs. Puis s'il y a un intérêt particulier par rapport à un projet, peu importe où il se passe, et puis que ce soit dans la MRC ou à la grandeur du Québec, ça nous permet de dire « Ah, ça m'intéresse, je vais aller plus loin. » Et là, je vais contacter ou je vais aller voir le média régional là, qui a émis cet article-là. Alors voilà pour ce petit bout-là. Monsieur Arcan, je veux rebondir là-dessus parce que depuis le début, on parle de cette relation de proximité des fois entre les acteurs des milieux ruraux et les journalistes dans les milieux ruraux. Là, vous avez évoqué un certain dossier, des fois certaines choses qui peuvent vous faire, qui peuvent vous titiller ou vous faire sursauter. L'année dernière, il y a eu un gros dossier à Deschambault-Grondines où vous avez eu la visite de l'émission La Facture, donc une émission nationale de Radio-Canada qui est allée vous interroger et tout. Si cette histoire-là était partie d'un média local. Donc, si c'était un journaliste avec qui vous avez plus de proximité, un journaliste que vous connaissez, est-ce que ça aurait changé votre façon d'aborder ce dossier-là, vous, comme élu, dans votre interaction avec les journalistes? Le journal local en avait parlé de ce dossier-là. Moi, j'ai resté un petit peu, puis... je ne tomberai pas dans la gang là, des mal cités, là, mais j'ai resté amer de ça parce que, pour ceux qui connaissent ça, moi, c'était ma première expérience avec ce type-là. Alors là, on rencontre la journaliste, on rencontre les gens pendant 2 heures de temps. Nous, on n'avait absolument rien à cacher. Mais il y a eu le produit qui était là, selon nous, ne reflétait pas la réalité. Maintenant, localement, les journaux, les hebdomadaires s'en sont occupés, on nous a contactés, on a fourni toute l'information. C'est le reportage que je faisais allusion dans le cas du Courrier de Portneuf. Et l'autre chose, moi, ce que j'ai demandé à ces gens-là, parce que, bon, cette émission-là, c'est quand même quelque chose de gros, mais j'ai dit, comment ça se fait que vos collègues à Radio-Canada, à Québec, Le Soleil, il y a une foule de personnes qui nous avaient contactés, qui m'avaient contacté, puis j'aurais expliqué exactement ce qu'il en était, mais eux n'ont pas jugé à propos de le traiter. Fait que c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, comment se fait-il que là, à un moment donné, tous ces gens-là qui sont près de chez nous, qui savent exactement ce qui se passe, s'en sont pas préoccupés. Fait que là, c'est sur cet aspect-là là, qui est resté un petit peu amer, qui a eu de l'amertume. Ceci étant dit, fait partie de la démocratie. Ça a été présenté. Les gens qui savent exactement ce qui s'est passé le savent. Pour ce qui est des autres, c'est en lien avec une propriété. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là-dedans. Mais Monsieur Arcan, c'est en lien avec Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, M. Arcan, c'est en lien avec une propriété là, qui appartenait à Hydro-Québec, peut-être juste pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce dont on parle. Ça a quand même amené certains changements de pratique chez Hydro-Québec, ce reportage-là. Est-ce que à l'avenir, vous dites qu'il y a certains médias qui nous ont contactés puis qui avaient jugé que ça ne valait pas la peine de faire quelque chose avec ce dossier-là. Est-ce qu'à l'avenir, ça va changer, vous, peut-être, vos façons d'interagir avec les médias ou quelles leçons vous tirez, par exemple, de ce type de dossier-là qui, évidemment, pour un élu, c'est pas facile d'être confronté à ça? Ouais.
Ben, dans le cas d'Hydro-Québec, simplement mentionner, Hydro-Québec, c'est une grosse organisation. Hein. Fait que là, à l'époque, là, on va rentrer dans les détails, ce que je voulais éviter, là, mais alors je pense que c'était jusqu'à 275 000, Hydro-Québec, de par son statut, pouvait négocier de gré à gré avec un acheteur. Alors là, quand ça a sorti, Hydro-Québec étant ce qui est, je leur ai dit d'ailleurs, là, vous vous êtes retiré de la table, mais laissé tout seul avec ça. Alors eux ont dit, ben, dorénavant, ça va être, je pense, c'est 75 000 et moins qu'on aura le droit d'aller de gré à gré. Fait que là, bon. Alors, essentiellement, c'est qu'à un moment donné, Deschambault-Grondines, on a le parcours gourmand, on est reconnu d'abord pour notre patrimoine bâti exceptionnel, puis aussi, ben, transformation, marché public et tout ça. Alors là, nous, il y a une personne qui travaillait pour la municipalité. Alors, ce bâtiment-là était intéressant. On le louait depuis des années, ce bâtiment-là, et à un moment donné, on a dit à Hydro-Québec, ben nous, là, on n'en a plus besoin. Il y a beaucoup de réparations à faire là-dessus. Et là, c'est là que ça a parti. Il y a des gens qui disent qu'on aurait dû être informés, mais c'était pas... Moi, j'ai dit à la journaliste que j'étais pas un agent immobilier pour Hydro-Québec. Et puis, mais ça a fait beaucoup de bruit. Honnêtement, je trouvais ça un petit peu triste. Là. Ça a fait beaucoup de bruit, puis il y a des gens qui se parlent plus aujourd'hui. C'est souvent le cas de ce genre de dossier-là. Mais avoir su que c'était ça de quoi j'étais pour parler aujourd'hui, j'aurais tout bien passé mon tour, là, mais quand même. Oui, peut-être une question pour Gérard Deltel en terminant, justement. Monsieur Deltel, dans le contexte où le financement du journalisme en milieu rural est de plus en plus difficile, particulièrement dans le secteur, dans le monde de la pandémie depuis un an, est-ce que les gouvernements devraient investir justement pour soutenir le journalisme en milieu rural? Le journalisme est frappé de plein fouet, oui, dans le monde rural, mais oui, dans le monde urbain, puis oui, dans le monde mondial. Il n'y a pas beaucoup de secteurs sur la planète où le journalisme n'est pas remis en question financièrement, en raison justement de la profusion des médias sociaux, où d'aucuns maintenant s'inventent le rôle de journaliste ou s'improvisent journaliste avec toute la médiocrité que ça peut amener quand on respecte pas les règles de l'art de base du journalisme. Bon, alors c'est vrai ici, mais c'est vrai aussi partout. Il faut pas juste penser que c'est juste chez nous que ça va tout croche, là, partout à travers le monde. Et c'est pour ça que même des gens, des grands journaux ont pris ça à bras-le-corps et puis ont fait des virages très brutaux mais nécessaires, puis ont réussi à sortir la tête de l'eau de façon très impressionnante, comme le New York Times. Cela dit, on commencera pas à comparer le New York Times avec Courrier de Portneuf, mais la réalité, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde dans la mesure où les gens sont intéressés par l'actualité locale et moi, j'y crois énormément et peu importe qu'on soit rural ou pas. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Évidemment, dans notre philosophie politique, sans vouloir faire de partisanerie trop, là, mais c'est sûr que nous, des subventions directes, c'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Et il faut d'abord voir, à notre point de vue, comment on peut aider sans prendre en otage, entre guillemets, l'entreprise. C'est sûr que si vous arrivez et vous disiez, bon, ben c'est beau, je vais vous subventionner 10 000 par employé, quand l'employé vient vous voir après, vous dites, tu sais que mon grand, que 20 de ton salaire ou 15 de ton salaire, c'est parce que c'est mon gouvernement qui le paye. Tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus qui assure une grande distance. Par contre, un journal, c'est quoi? Un journal, c'est de l'information. Puis de la publicité, c'est quoi? C'est de l'information pour informer les gens sur ce qui se passe aussi. Le commerce qui dit, ben regardez, moi, je vends telle chose à tel prix, soyez le bienvenu. C'est de l'information d'une certaine façon. Évidemment, c'est de la publicité, mais à la base, on a de l'information. Et c'est là que le gouvernement a un rôle à jouer. Quand les campagnes d'information sur les faits et sur les mesures qu'on peut avoir comme gouvernement, pas les mesures de budget ou peu importe où là, on peut donner un ton partisan à ça, mais dans l'information factuelle d'un gouvernement, on l'a vu énormément avec la pandémie, ben c'est aux médias à porter ça avec la contribution de l'État. Mais là, c'est pas une subvention, c'est que l'État a besoin de faire connaître ses politiques, ou enfin ses mesures, et se sert des médias nationaux, mais surtout des médias locaux. Là où il y a un problème, et ça, je vous le dis tout de suite parce que nous, on le vit énormément, c'est que souvent les gouvernements, puis malheureusement, je dois m'inclure là-dedans, là, quand nous étions au gouvernement au fédéral, on le fait, c'est souvent des agences nationales qui gèrent ça. Alors, les agences nationales vont prioriser nécessairement les joueurs nationaux avant d'avoir les joueurs locaux. Puis ça,
c'est quelque chose que moi, comme artisan de journalisme, que j'ai été pendant 20 ans de temps, que moi, si par bonheur, un jour, je suis aux affaires, je vais avoir une attention particulière là-dessus. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que les médias nationaux doivent porter le message d'information publique des gouvernements, mais c'est pas juste ça, là. Il y a du monde qui lit les journaux, il y a du monde qui écoute la télé communautaire, il y a du monde qui écoute les radios locales. Ben, s'il y a du monde, il y a de l'information qu'on doit passer. Et c'est pas vrai que c'est exclusivement l'apanage des grands réseaux ou des chaînes spécialisées dans les radios, dans les télévisions câblées et tout ça, qui doivent avoir le gros bout du bâton ou encore le bâton tout court. C'est ce qu'on voit un petit peu trop souvent récemment, sans faire trop de partisanerie. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit avoir une approche qui couvre, oui, les médias nationaux, mais avec autant d'importance, toute proportion gardée par rapport à la population, pour les médias régionaux. Les gens qui vous lisent, c'est des citoyens du Canada, c'est des citoyens du Québec. Ils ont le droit à avoir cette information-là. Et s'ils vous lisent, puis s'ils vous regardent, puis s'ils vous écoutent, c'est parce que vous faites une bonne job. Donc, c'est un investissement que l'on fait qu'un gouvernement fait pour faire connaître et faire comprendre les politiques ou les mesures que le gouvernement a prises. On l'a vu avec la pandémie, mais il ne faut pas que ce soit uniquement dans les médias nationaux, mais également dans les médias régionaux, qui souvent d'ailleurs sont bien plus lus que d'autres choses. C'est nous autres, en politique provinciale ou fédérale, on est tous bien fiers de voir notre nom dans un journal qui n'est pas de notre ville, et tout ça, tu sais, ra. Ah ouais, okay, regarde, promène-toi dans la rue, là, à Winnipeg, puis sûr et certain, il y a personne qui va me dire bonjour, tu sais. Par contre, c'est bien plus important d'être collé directement dans ton coin de pays. Généralement, c'est un job comme politicien, c'est parce qu'il y a du monde qui ont voté pour toi, puis ça tombe bien. Il n'y a pas personne qui est à Ottawa qui a voté pour moi, là. Par contre, il y a du monde dans mon coin ici qui a voté pour moi. Si Jacques Godin est votre député, c'est parce qu'il y a du monde dans Portneuf et Jacques-Cartier qui ont décidé que c'était lui qu'on voulait voir là. Il n'y a personne à Ottawa qui a décidé ça, puis encore moins à Winnipeg. Tant et aussi longtemps que vous concentrez vos activités et particulièrement l'information que vous voulez diffuser dans votre coin de pays, ben vous faites votre job, parce que c'est ce monde-là qui vous ont donné une job. C'est un retour de le normal des choses, c'est le retour du balancier. Moi, ma job existe parce qu'il y a du monde qui ont voté pour moi dans mon comté, ben c'est mon tour à moi d'aider les gens dans mon comté. C'est vrai dans Louis-Saint-Laurent, c'est vrai pour Jacques, pour Jacques Gourde dans Le Binière, parce que je sais que vous êtes associé à Le Binière également. C'est vrai pour Jacques Godin ici, dans Portneuf, Jacques-Cartier. Et c'est comme ça qu'on fait la job du député. Mais moi, je pense que comme gouvernement ou comme milieu politique, c'est notre devoir d'acheter de la publicité ou enfin de faire porter le message et les informations gouvernementales, oui, dans les médias nationaux, mais également dans les médias locaux. Pour nous, c'est mieux ça qu'une subvention directe pour un emploi. Alors, Gérard Deltel et Gaston Arcan, merci beaucoup de cet entretien. Après la pause, on s'entretient avec Colette Brun et Paul Ouellette. On peut ouvrir les micros? Parfait. Alors, on devrait arriver à la pause au cours des prochaines secondes. Écoute, Alexandre... Michel, oui? je t'ai entendu dire bonsoir à 2 reprises depuis le début de l'émission. Moi, j'ai dit bonsoir. Je ne sais pas si tu te prépares pour la radiodiffusion de mercredi prochain, quand l'émission sera rediffusée, mais on est toujours le matin. On est toujours le matin. C'est des habitudes d'être en ondes le soir. Mais c'est intéressant parce que là, M. Deltel vient de dire quelque chose... de notable, je crois. Il a dit on est mieux d'encourager les médias par de la publicité que par des subventions sur le salaire, par exemple. Et là, il fait clairement référence aux subventions qui ont été accordées dans le budget de 2019 par le gouvernement fédéral, donc le gouvernement libéral, où on annonçait un crédit d'impôt sur la masse salariale des journalistes à travers le Canada, notamment, mais pas que ça. Il y avait aussi d'autres mesures, un total de presque 600 millions de dollars d'aide aux médias sur 5 ans. On aura l'occasion d'aborder ça dans quelques instants avec Paul Ouellette et Colette Brun
Paul Ouellette, qui est professeur au CRTQ, Collège Radio-Télévision de Québec, et Colette Brun, qui est professeur à l'Université Laval. Donc, on pourra poser quelques questions là-dessus. C'est deux visions qui vont peut-être être différentes. Parfait. Alors, on passe à une pause et on revient par la suite. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Alors, Alexandre, justement, on reçoit maintenant nos deux invités. Tout à fait. Alors, le moment où on va pouvoir parler un petit peu plus de recherche, d'enseignement, mais aussi peut-être d'aide directe aux médias avec Colette Brun, qui est professeure à l'Université Laval et qui est aussi directrice du Centre d'études sur les médias à l'Université Laval, et Paul Ouellette, qui est professeur de communication au Collège Radio-Télévision de Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Colette, je vais peut-être commencer avec toi parce que M. Deltel vient tout juste d'aborder cette question de l'aide aux médias, une question qui a été très, très sensible dans les dernières années, beaucoup discutée, pardon. Il y a eu de l'aide fédérale, il y a eu de l'aide provinciale. À quel point ce qui a été injecté dans les médias d'information depuis peut-être 2-3 ans, ça a permis de stabiliser la situation ou en tout cas de permettre à certains médias de passer à travers la crise? En fait, je suis... Oui, ça va. Donc, je dois d'abord déclarer un potentiel ou une apparence de conflit d'intérêts, si on veut. Je préside le comité indépendant qui évalue, en fait, les demandes sur le plan journalistique pour le crédit d'impôt, pour, en fait, la désignation comme organisation qualifiée pour le crédit d'impôt fédéral, qui n'est pas une subvention, je pense que c'est important de le mentionner, pas une subvention directe, et qui a justement ce mécanisme-là d'évaluation indépendante. Les demandes sont évaluées par l'Agence du revenu du Canada, qui est une agence évidemment non politique, complètement indépendante du politique, et notre comité a aussi un rôle d'évaluation indépendant de toute partisanerie, mais je comprends bien ce que disait Monsieur Deltel, que les perceptions pouvaient être... il pourrait y avoir une perception qu'il y aurait une atteinte à l'indépendance. Alors, il est trop tôt maintenant, je pense, pour parler de l'efficacité de ces mesures-là. Notre comité a été mis sur pied en mars, à la fin mars 2020, dans les tout débuts de la pandémie. Il y a un autre programme au fédéral qui s'appelle l'Initiative de journalisme local, qui vise spécifiquement ce qu'on appelle les communautés mal desservies en information. Donc ça, c'est des subventions directes qui créent des postes, qui soutiennent des postes de journalistes à temps plein. Puis dans le cadre de mon travail dans le comité avec le revenu, on a vu de manière très concrète l'impact de ces journalistes-là. Dans plusieurs journaux, c'est la seule personne qui couvre la politique municipale, les affaires judiciaires, tout ce qui n'est pas, disons, sport, culture, communautaire, c'est couvert par, et même l'économie locale va être couverte par ces journalistes-là. Donc, on n'a pas de mesure, là, si on veut, concrète de l'impact encore de ces programmes-là ou de ces soutiens-là, mais on a vu très concrètement, en tout cas, l'effet des publicités dans le contexte de la pandémie sur les médias locaux et les médias en général. Là, ça a été un apport financier très, très important. Le problème, enfin, c'est pas un problème qu'on ne soit pas tout le temps en pandémie, mais le fait que ce financement publicitaire-là soit tributaire d'une crise sanitaire majeure, on comprend que c'est pas un modèle d'affaires pour les médias. Et les journaux locaux, la presse écrite tout particulièrement,
dépendait depuis des années sur les fameux avis publics des municipalités et l'obligation de financer les médias de cette manière-là a été levée. Donc, ça veut dire que quand on est tributaire des campagnes publicitaires, souvent les médias locaux vont passer non seulement après les médias nationaux, comme l'a mentionné Gérard Deltel, mais aussi après la publicité algorithmique numérique qu'on va placer typiquement sur des plateformes comme Google, Facebook, où le retour sur l'investissement va être perçu comme beaucoup plus grand. Hein. Ça coûte moins cher placer une publicité sur Google que dans un journal local. Et donc, les gouvernements ont aussi la responsabilité de rentabiliser leurs dépenses publicitaires. C'est une dépense publique comme une autre. Alors ça atteint quand même de manière importante la stabilité du financement pour les médias locaux, tout particulièrement les journaux. Colette, tu as des recherches qui ont été faites sur l'information locale, tu as d'autres recherches qui sont évidemment en cours. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état global de l'information locale au Québec et aussi qu'est-ce qu'on constate dans les communautés où l'information locale est bien présente et elle est forte? C'est important de dire que l'information locale, c'est pas un tout homogène. Hein. Il y a beaucoup de cas de figure, beaucoup de réalités. On parle ici aujourd'hui du journalisme rural, mais le journalisme local, c'est aussi bien sûr les médias hyper locaux dans les grandes villes, dans certains quartiers qui tendent à être mal desservis aussi par les médias nationaux, même s'ils sont chez eux ou en tout cas dans la même ville. Mais quand on parle spécifiquement des réalités hors des grands centres, donc là on va dire hors de Montréal surtout et Québec, il y a des réalités encore qui sont différentes. Donc la présence d'un quotidien, la présence d'une station de télé régionale font une grande différence dans l'écosystème local. Quand il y a une présence de ce type-là, les gens, les citoyens vont se tourner vers ces sources-là comme source majeure d'information et ça va avoir un effet, si on veut, en cascade sur l'offre d'information dans la région de manière générale. Quand on ne peut s'appuyer que sur un hebdo ou un journal communautaire, ça devient des sources extrêmement précieuses. Je ne veux pas minimiser ça, mais on se fie aussi beaucoup sur le bouche à oreille. Il y a une étude qui a été faite en 2018 sur les sources d'information, enfin qui a mesuré entre autres les sources d'information pendant les élections municipales. Donc, on a une autre campagne qui s'en vient. Puis on a vu dans les villes de moins de 100 000 habitants que le journal local et le bouche à oreille sont les sources principales. Donc, je pense que c'est le maire Arcan qui a mentionné que quand on se fie sur le bouche à oreille, ça peut être très risqué hein, comme source d'information. Ça devient peut-être plus de la rumeur ou des informations qui ne sont pas vérifiées ou qui manquent un peu d'équilibre. Et le travail des journalistes devient à ce moment-là essentiel. Ce que je dirais aussi, c'est que c'est pas un problème qui est nouveau. Hein, on parle beaucoup du déclin des revenus des médias locaux, des médias en région, mais les régions ont toujours souffert d'un manque, d'une présence plus faible journalistique, puis c'est pour des raisons strictement économiques qu'on connaît. Hein, les médias d'information, le journalisme, c'est une industrie, c'est un métier qui se pratique principalement en contexte urbain. Alors le problème qu'on a, c'est quand on a l'habitude de ne pas avoir une forte présence journalistique, on n'est peut-être pas toujours conscient de ce qui nous manque. Et on trouve ça, disons, plus normal. Je connais quand même pas mal de gens qui habitent en région très rurale, plutôt isolée, et on s'attend à ce que l'information circule de manière plus informelle, soit par les échanges au téléphone ou en personne, quand on pouvait encore se voir en personne, mais aussi maintenant sur les groupes Facebook, des groupes communautaires où les gens utilisent un peu ces réseaux-là pour se tenir au courant les uns des autres de ce qui se passe. Mais c'est un réseau qui ne permet évidemment pas de faire le même travail que des journalistes, comme les autres invités l'ont mentionné. Paul Ouellette, comme professeur au Collège Radio-Télévision de Québec, est-ce que tu perçois un intérêt chez les étudiants à aller travailler dans des médias locaux, des médias en milieu rural?
Je dois vous dire franchement qu'on les pousse à le faire. Purement et simplement, on les pousse à le faire. Parce que aller travailler en région, que ce soit par exemple à la radio, que ce soit dans un journal écrit, c'est souvent sur le terrain que tu apprends ton métier. Et tu vis les difficultés à le pratiquer, ce métier-là. Tout à l'heure, on parlait du danger de la proximité, par exemple, avec un maire. J'ai dans la tête un exemple. Moi, j'ai un de mes confrères de l'époque qui est encore dans sa région et qui est aussi professeur de judo. Alors, il me disait, écoute, quand j'arrive puis que je vais voir le maire comme directeur d'un club de judo, je ne peux pas l'aborder de la même façon comme quand je vais le voir pour lui dire, écoute, il y a un dossier chaud et je pense que tu es dans la soupe, mais bouillante. Alors, il dit, l'approche n'est pas la même. Et je lui disais, comment tu fais pour vivre, toi, justement, en région avec ça? Quand tu t'en vas comme directeur, puis que tu vois le maire, il doit te regarder d'un bizarre d'œil, dire, tu veux de l'argent, toi, là? Il dit non, parce qu'on a appris, j'ai appris à développer une espèce de distance avec les gens au moment où je pratique mon métier. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants. Ayez une distance avec les gens que vous allez aborder, que ce soit en politique, même au niveau des sports et tout, et faites un clivage entre votre vie personnelle, votre vie privée et la vie professionnelle. Évidemment, ce n'est pas toujours facile, parce que j'en ai fait, moi, du journalisme en région. Ce n'est pas toujours facile. Tu sais, la personne qui est en face de toi va te regarder et souvent va te dire, là, tu ne trouves pas que tu vas un peu loin, même si tu as en main toutes les informations, puis que tu as fait tes vérifications et tout, et tout, et tout. Une anecdote drôle. Moi, j'avais quelqu'un en syndicalisme qui était un très bon ami, OK? Il est président de la centrale et j'ai en main un dossier vraiment chaud. Je l'appelle, je dis, je vais avoir une entrevue avec toi. Il dit, ben, pas de problème. Et je fais l'entrevue avec lui. Et le soir, aux alentours de 19h, je reçois un coup de téléphone à la maison et il me dit, je t'aurais mis mon poing sur la gueule avec les questions que tu m'as posées. Mais on est toujours des amis, parce qu'il était assez intelligent pour comprendre que je faisais mon travail de journaliste et que ça ne m'empêchera pas d'aller à la pêche avec l'année suivante. Mais ça, il faut l'établir. Et souvent, dans ce qu'on enseigne, et ça, c'est difficile, c'est d'expliquer aux étudiants, apprends à faire cette différence-là, c'est obligatoire. Il y a les amis, mais il y a ton métier. Ne sacrifie pas un dossier parce que c'est ton ami. Ça, il ne faut jamais faire ça. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, ça simplifie la chose. Mais je dois dire que j'écoutais tantôt certains intervenants, et ce qui est revenu souvent, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bon, en région, un journaliste va se faire les dents durant une certaine période, mais s'il veut faire du journalisme, s'il a des envies de faire du journalisme, de faire du dossier, peut-être que la région va le perdre. Il va peut-être aller dans un grand centre à ce moment-là, dans un centre plus grand, parce que c'est souvent le métier qui le veut, ça aussi. Il y a quelques exceptions quand même à cette règle-là. Paul, Colette, on a des exemples de journalistes qui ont fait le choix, et je crois même des étudiants à toi qui ont fait le choix d'aller travailler en région, peut-être avec des conditions plus difficiles, plus précaires, mais qui quand même ont fait ce choix conscient-là. Oui. Je vous donne un exemple. Un de mes étudiants qui me disait, on avait un poste pour lui même à Québec. On disait, tu as vraiment assez de talent, tu devrais venir à Québec. Puis on avait une station de radio qui voulait avoir cet étudiant-là. Puis il leur a dit non. Il dit non, moi là, ce que je veux, c'est d'abord avoir une vie professionnelle, oui, mais j'aime la nature. Alors lui est parti pour Bécomo. Il est heureux là-bas. Il adore son métier. Mais c'est une question pour lui, une question de qualité de vie. Ça évidemment, ça dépend de chacun. C'est une question de goût personnel. Mais je pense que les régions ont encore de l'avenir pour ce qui est de l'information. Moi, ça, j'y crois profondément. Sauf que, est-ce que les gens des régions, est-ce qu'on a l'information qu'on mérite dans le fond? Je vais vous donner un exemple. Si le courrier de Portneuf ne sert qu'à allumer votre foyer, il n'y a pas grande information là.
Alors, le courrier de Portneuf, moi, quand je le reçois, je le lis de la première à la dernière page. Vous allez me dire, oh, t'es journaliste, puis ça fait partie de ton métier. Oui, mais c'est parce que je veux savoir ce qui se passe dans Portneuf. Je suis un citoyen de Portneuf. Et je me dis, bonté divine que ces gens-là l'ont pas facile, parce que t'es 2 journalistes à faire des dossiers, à aller au conseil de ville, à essayer de trouver des dossiers. Et d'ailleurs, Alexandre, vous le savez, vous êtes journaliste. Quand on part sur un dossier, ça prend du temps. Il faut chercher. Et c'est le b.a.-ba du journalisme. Vérifier, revérifier, aller faire des entrevues avec la personne qui t'a indiqué, qui t'a donné de l'information, aller en face pour savoir le tenant et l'avenant du dossier. Alors, ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et tu dis, bon, la tombée, c'est telle journée. Je ne peux pas me permettre de livrer un seul article. On est 1 ou 2. Ça en prend des articles pour nourrir la bête. Alors, c'est là où c'est plus difficile en région. Colette, ta relation à toi avec la relève en tant que prof à l'Université Laval, ça ressemble à quoi? Je dois dire que moi-même, j'ai été journaliste en milieu minoritaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais on couvrait quand même un bon territoire rural. Et à Winnipeg, justement, que mentionnait Gérard Deltel tout à l'heure. Je pense que c'est important pour nous, les profs, de ne pas véhiculer les préjugés à l'égard des médias régionaux et des régions en général. À Québec, on est quand même dans une position, je pense, intéressante pour ça, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous viennent de différentes régions, surtout de l'Est du Québec. Et je veux dire, je pense qu'on y tient aussi, les profs, à ce qu'il y ait une information de qualité qui soit produite sur l'ensemble du territoire. Et puis bon, on les reconnaît, les étudiants qui ont envie de retourner dans leur région, qui ont cet intérêt pour leur région et pour la vie, la qualité de vie qu'on peut y retrouver aussi. Mais souvent, le problème, puis je ne veux pas cibler un média en particulier, mais c'est un problème qui peut être d'encadrement une fois qu'ils se retrouvent, parce que c'est quand même des jeunes en début de carrière, qui n'ont pas nécessairement le soutien dans le média où ils vont travailler pour faire le genre de travail qu'ils ont besoin de faire, où le journal peut être perçu effectivement comme un support à publicité ou qui fait une couverture essentiellement promotionnelle de la région. Donc à ce moment-là, c'est très, très difficile pour un jeune journaliste d'avoir cette espèce d'assurance et d'indépendance et de distance, surtout en début de carrière. Donc, nous, c'est sûr qu'on reste en contact avec eux, on essaie de les encourager, de les soutenir, mais c'est un travail qui peut être très solitaire et très difficile, surtout pour quelqu'un qui commence. Donc, et dans certains cas, ils ont cette qualité d'encadrement-là sur place qui est extrêmement précieuse, mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Un autre modèle qu'on voit émerger depuis plusieurs années, c'est des journalistes qui deviennent des pigistes en région. Donc, on a parlé tout à l'heure d'Émilie Rivard-Boudreau qui est à Val-d'Or. Elle s'est tricotée, si on veut, une série de collaborations avec plusieurs médias, dont des médias nationaux. Puis ça, c'est intéressant parce que ça permet de parler d'une région à des gens d'ailleurs, ce qu'on voit encore assez peu au Québec. Mais c'est des cas de figure assez exceptionnels. Là. On ne peut pas dire que les journalistes en région s'en tirent tous bien financièrement ou sont tous très, en tout cas, solides là, dans leur carrière. Puis il y a évidemment toujours l'appel du national. Là, quand quelqu'un fait vraiment bien son travail, ben, ça devient à ce moment-là le club école, là, comme on dit. Mais les étudiants qui veulent travailler en région, qui ont envie d'y retourner, c'est sûr qu'on les encourage. Puis on leur donne aussi des ateliers, on invite aussi des anciens étudiants comme Émilie, comme Marie-Ève, qui travaillent dans des contextes un peu en dehors, si on veut, des grands centres, là, pour leur parler de ces réalités-là. Oui. Alors, Colette Brun, merci beaucoup de cet entretien. Paul Ouellette également. On va passer une pause et par la suite, on s'entretient avec Valérie Gaudreault, rédactrice en chef au Soleil. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région
et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi continuer de se protéger après avoir été vacciné contre la COVID-19? Même quand un vaccin est déclaré très efficace, il ne nous protège pas à 100%. Plusieurs mois vont être nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population. Pour ces raisons-là, la distanciation physique de 2 mètres, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des habitudes à conserver. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Alors, on arrive à la dernière ligne droite de cette émission sur l'avenir du journalisme en milieu rural et on accueille Valérie Gaudreault qui est là depuis le début de l'émission, mais qui est bien silencieuse. Là, on va ouvrir son micro. Valérie Gaudreault, rédactrice en chef du Journal Le Soleil. Merci d'être avec nous. Merci, Alexandre. Surtout qu'être silencieuse n'est pas dans mes habitudes. Non, c'est ça. On sait que tu as beaucoup de jasettes. Valérie, la première question que je veux te poser concerne l'initiative de journalisme local. Colette l'a abordée très, très brièvement, mais c'est une initiative qui sert à de grands médias régionaux comme Le Soleil, en vérité. Absolument. J'ai trouvé intéressant que Colette Brun l'aborde parce qu'effectivement, c'est lorsqu'on parlait, puis vraiment, vraiment l'émission, je dois le dire, là, c'est extrêmement intéressant. On a tous les grands enjeux, là, je pense, qui touchent actuellement cette réalité-là. Et l'IJL, je fais même écho à Gérard Deltel aussi, qui disait, financement direct et tout, mais un contexte comme ça, l'IJL, qui est notamment la presse canadienne, qui est la grande agence de presse canadienne, qui est dans le coup avec ça. Donc, il fallait donc soumettre, les médias peuvent soumettre à des territoires ou des sujets, des thèmes qui sont considérés un peu déserts journalistiques. Ça peut être effectivement géographique, mais aussi, je vais même en évoquer quelques-uns. Donc, Le Soleil a pu, depuis l'an dernier, avoir avec ça un correspondant en Haute-Gaspésie, qui est Simon Carmichael, qui est finissant d'art et technologie des médias à Jonquière, qui vient de Lévis. Alors, on a là vraiment, c'est quelqu'un qui a choisi aussi personnellement, à 20 ans, de dire, je pars, je m'établis à Gaspé, je connais personne. Et en 2 mois, il connaissait les principaux, même pas, j'allais dire en 2 jours ou en 2 semaines, les principaux acteurs socio-économiques, les organismes. Donc, il y a vraiment une volonté de s'installer dans ces secteurs-là. Mais pour moi, l'initiative journaliste locale, c'est exactement ce qui peut venir combler. Ça reste ponctuel. On ne sait pas combien d'années. Là, on vient de renouveler la 2e année. Moi, je suis au Soleil dans le groupe des 6 coopératives de l'information et d'autres collègues, d'autres médias donc du groupe en ont obtenu. Vous donnez une idée, par exemple, de la couverture précise des affaires autochtones au journal Le Quotidien. Il y a eu aussi, ça a permis de financer un poste qui n'est pas territorial en ce sens-là, mais d'avoir une journaliste qui s'appelle Émilie Pelletier, qui n'est pas la Émilie Pelletier du Soleil. Elle est au journal Le Droit et a obtenu l'IJL, comme on dit, pour aller couvrir de façon Hyde Park, donc l'Assemblée législative de l'Ontario, en français, ce qui n'existait pas. Alors, on peut trouver comme ça des secteurs, ça a vraiment comblé quelque chose et pour nous, au Soleil, c'est un apport assez majeur. En gros, ça veut dire que ce sont vraiment les fonds de l'initiative de journalisme local qui servent à payer ces journalistes-là, mais c'est du contenu qui se rend dans des médias qui ont une portée encore plus grande. Exact. Et ce qui est intéressant, c'est... modalité, c'est 40 000 $. Donc, ça permet parfois à des jeunes journalistes aussi d'avoir une certaine stabilité de pigiste et c'est à la pige. Et la force de l'initiative, c'est que les textes écrits, textes et photos sont... c'est pour ça que je faisais allusion à la contribution de la presse canadienne. C'est géré et chaque journaliste doit déposer son texte qui peut être repris. Donc, le pigiste du Soleil peut être dans le Huffington Post ou dans le courrier de Portneuf parce que tout membre du réseau d'initiative journaliste locale, donc un rayonnement différent aussi. Voilà l'idée. On verra. Évidemment, ce à quoi je suis très sensible lorsqu'on parle de financement en région, c'est toute la question. Peu importe, même un journal comme Le Soleil a largement bénéficié de la publicité dont on parlait. Il y a eu une espèce de prise de conscience. Au Soleil, il y avait la faillite de 2019 préalablement à ça, qui a mené un modèle coopératif. Arrive la pandémie. Donc, cette aide ponctuelle, elle a un impact majeur, peu importe le type
la taille du média. Et je reviens à ce que disait Colette Brun, ce n'est pas un modèle d'affaires malgré tout. Il faudra voir si ces choses-là peuvent être récurrentes et surtout faire en sorte qu'on n'est pas que dans une survie là, ponctuelle. Non, on a l'impression, peut-être, Valérie, que ces programmes-là s'adressent particulièrement aux journalistes de la presse écrite. La presse électronique, radio, télé, communautaire et tout, il n'y a pas beaucoup de programmes, en tout cas ce que je peux voir jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si Paul, justement, toi, t'es un monde de la radio et de la télé aussi. Oui. Ouais. Je suis pas certain qu'on a entendu non, Paul, je pense que Michel, le son était pas mais ouvert. Valérie, moi, je voudrais rebondir sur la question de la couverture régionale parce que, pour les gens qui ne le savent pas, Le Soleil est un quotidien qui est basé sur le boulevard Charest à Québec. Plus centre-ville que ça, tu meurs. Vous avez un correspondant, entre guillemets, en Gaspésie, mais en même temps, Le Soleil, bien qu'il soit implanté dans la région de Québec, doit faire des choix. Le Soleil ne peut pas être à la fois dans Charlevoix, centre-ville Québec, la Beauce, Appalaches, Lobinière, Portneuf. Comment on fait des choix qui, malheureusement, ultimement, vont avoir pour conséquence de laisser certains trous à gauche et à droite dans la couverture? Bien, il y a eu, avant 2014, il y avait beaucoup plus de couverture. Il y avait ici Joanne Martin pour la région de Portneuf. On avait aussi Charlevoix. Et ce qui est un peu ironique, c'est que oui, l'IGL, par exemple, permet une couverture en Gaspésie. On a quelqu'un, Steve Paradis, sur la Côte-Nord. On a Joanne Fournier au Bas-Saint-Laurent et Gilles Gagné aussi, qui est dans un autre secteur de la Gaspésie. Donc, c'est sûr qu'on peut dire que malgré tout, on demeure avec une certaine couverture de l'Est du Québec, mais en même temps, c'est moins que ce que c'était. Moi, je suis rentré au Soleil en 2003, je me souviens de 2 pages à l'époque des grands formats, nos régions, où là, on avait quelqu'un, la région de l'Amiante, la Beauce, le Portneuf, Charlevoix, Lobinière, et donc, ironiquement, et je le dis, je le dis avec toute franchise et je le constate, on a une meilleure couverture de la Gaspésie que de Portneuf au Soleil, quand on y pense, ou que de la Beauce. J'ai même entendu, ce à quoi je suis très sensible, un entrepreneur qui disait, en tout cas, on a plus d'idées de la section à faire en Gaspésie que dans la Beauce. Et oui, on le fait, et on a un regard évidemment sur ces régions, mais on amène toute la distinction entre couvrir de façon ponctuelle, quand il y a une crise, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, y aller avec nos gens de Québec et dire, ben là, on va parler, parce qu'évidemment, on a les antennes quand même dans ce qui est la très grande, mettons, Québec, grande région de Québec, je te dirais Appalaches, mais c'est jamais comme de débusquer des histoires, d'être sur place, de connaître quelqu'un comme les choix, tu évoquais, Alexandre, les choix qu'on a eu à faire, ben c'est qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une grande vague de coupe en 2014 où il y a eu des choix à faire, mais certains sont restés notamment en partie à cause de la personnalité. C'est-à-dire un gars comme Gilles Gagné qui a au moins 30 ans de journalisme en Gaspésie, ou Joanne Fournier qui est extrêmement implantée de Matane à peu près tout le bas du fleuve. Mais là, c'est qu'on a quelqu'un qui était là et est-ce qu'on se serait relancé dans le recrutement? On le souhaite éventuellement, remplacer ces postes-là. Mais pour l'instant, oui, on y va de façon plus ponctuelle. En même temps, Valérie, avec toute la crise que Groupe Capital Média a traversée, maintenant la coopérative nationale d'information indépendante, il y a ce repositionnement. Le Soleil maintenant fait du journalisme local de calibre mondial, c'est votre slogan. Quelles conséquences ça pourra avoir à moyen terme et à long terme, justement pour la couverture des milieux ruraux dans la grande région de Québec et aussi Chaudière-Appalaches? Moi, je pense qu'on veut en faire davantage. Là, on avait une période où on avait à se stabiliser, on dit presque 2 ans là, de crise dans le faillite et de pandémie. Je fais écho à Gérard Delta. J'aime bien d'ailleurs que tu fasses allusion à notre slogan, qui est local et calibre mondial, pour toutes les cohortes. Après ça touche autant la tribune de Sherbrooke, la Voix de l'Est, le Nouvelliste. Je parle un peu là, pour les 6 ce matin. Mais quand Gérard Delta disait une bonne histoire, ça intéresse le monde, qu'elle soit à Beyrouth, à Oslo, à New York ou à Deschambault, il y a une portée potentielle internationale, même, bon, en tout cas régionale, nationale. Alors,
Alors, c'est sûr que cette notion d'avoir vraiment des nouvelles qui viennent... excuse-moi... Je posais la question à court terme, en fait plus à moyen terme, long terme, le repositionnement. C'est qu'on s'est rendu compte aussi, puis le soleil, je pense, au fil du temps, a souffert, était un peu cet entre-deux, c'est-à-dire trop petit pour être national, trop gros pour être local, et on se rend compte que l'intérêt pour le local, on s'est comme dit, garde là, une bonne histoire, c'est une bonne histoire, elle est bonne partout, et ce choix qui a été de le calibrer, de le centraliser comme ça, et ça répond très bien. Il faut dire qu'on a fait le virage aussi avec les abonnés numériques, les textes que les gens ont envie de lire. Qu'est-ce qu'on offre? À partir du moment où tu dis, cette info-là, de la presse canadienne, de l'actualité d'Ottawa, plus nationale, tu l'as partout. Pourquoi tu paierais pour Le Soleil, La Voix de l'Est, La Tribune? C'est que ton local, il est exclusif. C'est ce dont les gens ont envie. Alors, je pense qu'on y va de plus en plus. Et tout ça veut dire aussi un local qui n'est pas que le centre-ville de Québec, qui n'est pas que... Alors, c'est sûr qu'il y a une volonté d'élargir et on se rend compte de l'intérêt des gens. Nous, on a lancé notamment, je ne veux pas faire la promotion du Soleil ici, mais juste vous dire un peu des initiatives. Une infolettre où on a rejoint tous nos correspondants de l'Est. Ça s'appelle l'Infolette de l'Est, donc de Autam, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Et ça a été un taux de lecture et d'ouverture d'abonnement extraordinaire. On a eu quelque chose comme 300% d'augmentation de lecture des textes de l'Est parce que ça dit aux gens, ce texte-là, il est important et voici, et ils ont envie de se reconnaître encore dans le Soleil, malgré toutes les réalités de papier, de distribution, parce qu'il y a ça aussi pour un journal papier. Alors, avec le virage numérique, évidemment, il y a tout cet élément là, qui a été enlevé. Mais il faut aller voir notre région et éviter ce que j'appelle un peu ce trou de beigne, c'est-à-dire des secteurs qui sont trop proches pour être... on dirait qu'on a l'impression c'est une espèce de distance qui n'est pas assez... C'est pas le centre-ville, mais c'est pas assez loin. Et j'inclus Port-Neuf, Beauce. C'est intéressant comme expression, ça, le trou de beigne. Ça décrit assez bien ce que c'est. Il y a un paradoxe qui me semble apparent. Je ne sais pas si tu le perçois aussi, Valérie. C'est pas très, très loin du Soleil, là, Port-Neuf, Charlevoix, mais quand vous décidez d'envoyer un journaliste dans Port-Neuf ou dans Charlevoix, vous le perdez nécessairement pour la journée ou à peu près. Il va aller travailler exclusivement sur ce sujet-là. Tandis que si vous le gardez à Québec, il va peut-être avoir le temps d'aller à une conférence de presse de Régis Labaume, une conférence de presse de Gilles Lehouillier ou un fait divers quelconque. Donc, est-ce qu'il y a aussi un coût plus élevé à aller chercher cette information locale-là? Oui, élevé, je dirais plus élevé, oui, mais un pari payant aussi. À un moment donné, on disait faire des choix, mais ça vient aussi avec un certain virage où le journalisme, qu'est-ce qu'on a à offrir maintenant, là, à l'heure dans le contexte où toutes les nouvelles, ça circule extrêmement vite. Ce pas de côté, je pense qu'il faut le faire. Nous, ça a toujours été très intéressant de dire, écoute, oui, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, même malgré que le Soleil a l'air d'avoir encore des effectifs importants, il y a des choix à faire et de dire, tu vas passer une journée, je prends par exemple une histoire fascinante d'un curé qui a donné la COVID lors de la confession en Beauce, qui aurait été, là, pas la vague actuelle de cas, mais tout de suite après les fêtes. Et Marc Allard, notre journaliste, a dit, moi, j'y vais et il faut aller sur le terrain. À un moment donné, il y a des limites au téléphone, malgré la pandémie. Donc, d'aller passer une journée là, là, peut-être qu'on fait le choix de dire, on va en laisser tomber une couple de conférences de presse à Québec, mais on va donner un écho, aller sur le terrain, vérifier, parler aux gens. Et je pense qu'il y a quand même un virage, ce choix à faire. Puis ça, on rentre dans d'autres sélections d'informations, dans la logique de prendre le temps du terrain, de textes plus longs aussi. C'est vraiment... là, on parle de choix et d'une certaine idéologie là-dedans de dire, voilà, on y va, mais on met les moyens. Et au final, généralement, ça donne des histoires qui, je pense, valent le prix du temps consacré. Il y a de la relève en journalisme, Valérie, et je pense que tu le sais mieux que quiconque parce que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Section Québec, donc qui organise cette émission d'aujourd'hui, remet depuis plusieurs années une bourse de la relève à un étudiant ou une étudiante post-secondaire qui s'est distingué par la production d'un reportage au cours de la dernière année. Et cette année, la gagnante de la bourse de la relève de la FPJQ Section Québec, c'est Myriam Boulian, étudiante de l'Université Laval. Elle ne peut pas être avec nous ce matin, malheureusement, parce qu'elle travaille au Soleil, Valérie. Et voilà, tout est dans tout. Alors, Myriam, quel genre de futur journaliste? Elle est déjà journaliste, mais quel genre de journaliste c'est? C'est vraiment une jeune femme qui, je trouve, illustre très bien aussi
on a évoqué à quelques reprises des mesures d'aide, des opportunités pour les jeunes journalistes. Et pour moi, Myriam incarne bien ça. Elle a été récipiendaire de la bourse de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour la relève en journalisme économique. Ça vient tout juste d'être attribué. Le Soleil en a une d'ailleurs pour l'année à venir. Sa bourse 10 bourses au Québec, 10 000 3 mois à l'emploi d'un média. C'est dans ce contexte-là qu'on a connu Myriam et elle a par la suite remporté IJL aussi, donc l'initiative journalisme local, où elle a fait une série beaucoup plus ponctuelle là, de 15 portraits d'entreprises. Et là, je mentionne hors de Québec. Alors, il y avait des entreprises vraiment, je veux dire, Appalaches, grande région 03 et grande région Capitale-Nationale, Lobinière et compagnie. Et donc, une fille très allumée, très sérieuse, qui vraiment, je pense, va aller très loin. Et elle, d'ailleurs, passera un moment en stage à Montréal cet été et a une session, puisqu'elle est étudiante en journalisme international à l'Université Laval, donc à l'étranger. Alors, local de calibre mondial, je la qualifierais comme ça. Pas gênant comme début de carrière. Non, et vraiment une opportunité de prendre, de saisir et la polyvalence. Je pense que Myriam incarne ça. J'ai envie de peut-être passer le mot à ceux qui nous écoutent. On le dit jamais assez, autant dans la formation que dans la vraie vie lorsqu'on est sur le terrain. Oui, on peut avoir des objectifs de couvrir tel secteur d'activité dans la vie, mais le journalisme en début de carrière, et là-dessus, Myriam a été un exemple, notamment autant le pupitre, mise en ligne, choix des textes de diversité. Alors, cette polyvalence, elle l'incarne bien. Alors, Valérie, merci infiniment. Merci Ça complète donc cette émission spéciale sur l'avenir du journalisme rural. Merci, Alexandre Duval. Grand plaisir. Merci à tous nos invités sur Zoom et sur place également. Merci à toute l'équipe de la télé CJSR. Merci à la radio Choc 88.7 également, Portneuf-Lobinière. Merci à l'équipe de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, section Québec. Merci à vous d'avoir été présents. Ici, Michel Beausoleil. À la prochaine et merci. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19? Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.